Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité. Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'Éducation nationale, professeur agrégé de droit public, vous présidez aujourd'hui Terra Academia, la première école de la transformation écologique, ainsi que le laboratoire de la République. Vous avez été à l'origine, on va dire, de controverses et de polémiques autour de ce que vous avez pu dire sur l'éducation et les failles du système éducatif, mais aussi sur la laïcité, l'antisémitisme, ou encore les dangers de l'islamisme. Et vous venez de publier La Citadelle aux éditions Albin Michel, le récit de vos 5 années passées à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Alors pourquoi ce livre et pourquoi maintenant, Jean-Michel Blanquer ? Il y a plusieurs raisons à l'existence de ce livre, mais la première d'entre elles, c'est que je pense que lorsqu'on a vécu un morceau de vie, si vous permettez l'expression, c'est important de coucher sur le papier ce qu'a été cette expérience. Et je dirais qu'il y a une deuxième raison qui est d'ordre démocratique, c'est-à-dire que c'est important de dire ce qui va et ce qui ne va pas dans le fonctionnement et des d'ordre pouvoirs aussi publics. personnel. Hein. Et c'est d'ordre personnel aussi, puisque c'est l'occasion de faire une sorte de point d'ensemble. Et alors, pourquoi ce titre Citadelle ? C'est la citadelle assiégée de l'Éducation nationale ? Non, alors évidemment, je joue sur les différents sens du terme. C'est la citadelle que peut être tout pouvoir, éventuellement au sens péjoratif, c'est-à-dire que tout pouvoir risque sa citadélisation, c'est-à-dire le fait, avec le temps, de s'enfermer. C'est pas propre à la présidence d'Emmanuel Macron, mais ni même propre à la Ve République. Tout pouvoir, même pour ceux qui nous entendent, chacun en exerce un d'une certaine façon, tout pouvoir risque sa citadélisation. Mais c'est aussi un sens positif. La citadelle, c'est la citadelle intérieure des stoïciens en particulier. Parce que vous êtes aussi philosophe, hein ? Je suis philosophe, oui. Je m'efforce de l'être et j'ai fait des études de philosophie, mais j'ai beaucoup étudié les stoïciens, justement. Et cette idée de citadelle intérieure m'a toujours marqué parce que c'est l'idée qu'il faut avoir au fond de soi des principes intangibles et s'y tenir. Et c'est grâce à cela qu'on traverse la vie d'une manière cohérente. Alors vous dites c'est grâce à ça qu'on traverse la vie, le début de votre vie, Jean-Michel Blanquer. Et puisque c'est le principe de cette émission, quelques mots sur vous et sur votre parcours. Votre livre commence par une allusion au décès de votre frère Jean-Yves, à 8 ans, quelques mois avant votre naissance. Vous racontez, on vous l'a dit, que vous étiez dans le ventre de votre maman quand votre frère est mort. Vous parlez de votre tante Yvonne. Et on comprend à la lecture de ces lignes que ce décès a marqué vos parents, a marqué votre famille et vous a marqué vous-même. Oui, je pense que d'ailleurs, c'est une expérience que certains peuvent connaître, c'est-à-dire que le décès d'un enfant est la chose la pire qui puisse arriver. Donc forcément, ça marque une mère, un père aussi d'ailleurs. Et donc forcément, toute votre vie, vous avez ça. Mais il faut justement là aussi tourner cela en positif. C'est la notion d'ange gardien dans la religion peut donner cela, mais en tout cas, ça crée une forme de conscience de la gravité de la vie. Mais je pense que grâce à ma mère et à mon père, on a su en faire quelque chose de positif. Et vous dites, je vous cite, j'aimais cet enfant plus que moi-même, et tout ce qui était de lui était de moi. Grâce à lui, dès l'aube de la vie, je n'eus pas eu de peine à comprendre ce qu'on appelle ange gardien. Mais pour ma mère, c'était la tragédie de trop. On ne se remet jamais d'une telle tragédie, Jean-Michel Blanquer ? Et notamment votre mère. Hein. On ne l'oublie jamais, bien sûr. Mais en même temps, on s'en remet au sens où mes parents avaient un esprit pionnier. Ils ont quand même rebâti leur vie justement à ce moment. Ils avaient eu d'autres drames, d'autres problèmes. Et donc, ils m'ont appris qu'il ne fallait jamais se laisser abattre. Alors, justement, ne jamais se laisser abattre. Les années passent, l'enfance, les études, maîtrise de philosophie, docteur en droit, enseignant en université, recteur, directeur général de l'enseignement scolaire, directeur de l'ESSEC, ministre de l'Éducation nationale. Où avez-vous été le plus heureux, Jean-Michel Blanquer ? Alors, dans chacune de ces fonctions, j'ai été très heureux. J'avoue que j'aime diriger des institutions de savoir. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Alors, le ministère de l'Éducation, c'est évidemment cela par excellence. Mais c'est bien ce que vous faites aujourd'hui, d'ailleurs. J'ai été très heureux comme recteur d'académie. Plusieurs académies. Recteur de Guyane, par exemple. J'ai beaucoup aimé la Guyane. Recteur de Créteil. J'ai aussi beaucoup aimé diriger l'ESSEC parce que c'est une magnifique école. Et là aussi, vous avez beaucoup de choses très importantes sous votre responsabilité. C'est-à-dire le destin... Là, c'est le destin de jeunes hommes et de jeunes femmes. Quand vous êtes recteur, c'est le destin des enfants. Et donc, il n'y a rien de plus beau. Et à chaque fois, j'ai aimé ça.
Votre amitié avec François Baroin, il faut en parler aussi. Elle a été importante pour vous. Est-ce qu'elle a survécu à vos choix politiques divergents, il me semble, à partir de 2017? Oui, bien sûr, nous sommes toujours très amis et heureusement, l'amitié n'est pas dépendante de la politique. En plus, nous étions peut-être un peu divergents, mais pas très divergents par rapport à ça. Et puis j'ai beaucoup admiré son père, qui lui-même était beaucoup dans le dépassement des clivages. C'est vrai que vous avez vous avez des liens avec la franc-maçonnerie, comme son père? Non, lui, le père de François Baroin était Michel Baroin, était grand maître du Grand Orient. Moi, je n'en fais pas partie, mais j'ai toujours eu un intérêt, je dirais, métaphysique, c'est votre côté philosophe, peut-être? Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'il y a dans les religions, c'est évidemment vrai du judaïsme, qui d'ailleurs n'est pas sans rapport. On peut penser à toutes les métaphores autour du temple. Tous ces sujets-là m'ont toujours intéressé, mais en même temps, je suis toujours resté non membre, en quelque sorte. Mais je trouve ça évidemment intéressant, et j'ai beaucoup admiré cet homme qui, lui, était un grand maître de la franc-maçonnerie. Et a disparu tragiquement. Oui. Vous avez été ministre de l'Éducation de la crise sanitaire du Covid, avec cette polémique autour du protocole Covid lancé depuis Ibiza. Ça a été une polémique. Et on comprend en vous disant que c'est à partir de ce moment-là que vos liens se distendent avec Emmanuel Macron. C'est juste ou pas? C'est un peu avant, et d'une certaine façon, cet épisode qui est un peu un déclic artificiel. Est-ce que vous racontez la conversation avec lui, hein? Oui, mais en amont de cela, ce qui a été le vrai décrochage avec le président, c'était lorsqu'il a souhaité que je sois candidat aux élections régionales en 2021 en Île-de-France. Oui. Et c'était au moment de la crise sanitaire, et ça ne me paraissait pas raisonnable de mener une campagne électorale en même temps que je devais gérer toute la crise sanitaire. Aujourd'hui, on oublie un peu ce que c'était, mais c'était un travail de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est d'ailleurs pour ça que c'était un peu tristement ironique ensuite d'avoir la polémique Ibiza, si vous voulez, parce que je pense que je dois être un des Français qui a pris le moins de vacances pendant ces 5 années. Je suis parti 3 jours, le protocole était déjà fait avant fois que j'étais parti. Et il aurait fallu à ce moment-là un minimum de solidarité du Premier ministre et du Président, et ça n'aurait été une non-affaire. Ce qui n'a pas eu lieu. Ce qui n'a pas eu lieu, non. Puisque le Président vous avait dit de préciser, de dire aux Français que vous aviez commis une faute. Hein? Oui, c'est ça, d'accepter que c'était une erreur en quelque sorte. Et en fond, l'erreur, elle était juste du point de vue du symbole, parce que derrière Ibiza, les gens s'imaginent plein de choses. En réalité, l'hiver, Ibiza, c'est justement pas cher, parce que c'est complètement hors saison, les magasins sont fermés, il fait 12 degrés, et en plus, j'étais en télétravail. Donc il y avait quelque chose d'absurde dans la situation. C'est comme si j'étais parti à La Baule ou à Montpellier, mais bon, c'était à l'époque, il y avait une telle tension sur tous les sujets. Et il faut dire à nos auditeurs que les ministres sont des citoyens comme les autres, ils ont le droit aussi de prendre des vacances. Oui, et encore une fois, j'en prenais très peu, et Dieu sait que j'avais pris beaucoup sur ma vie pour gérer cette crise sanitaire. Donc il y a eu quelque chose d'assez tristement ironique dans tout ça, mais c'est intéressant, même si ce sujet-là finalement est assez marginal, mais c'est intéressant de comprendre des mécanismes qui se mettent en route dans ces cas-là. Dans ce mois de janvier 2022, j'ai clairement été une sorte de bouc émissaire national de toutes les frustrations qui s'étaient accumulées autour du Covid. Des politiques et de la presse. Hein. Alors même que nous sortions de la crise sanitaire, et que j'avais réussi à ce que nous soyons le pays qui ferme le moins les écoles dans le monde, quasiment. Hein. Juste la Suisse qui a fait mieux que nous. Mais sinon, si vous voulez, on a fermé 12 semaines en France, c'est 38 en Allemagne, c'est des chiffres équivalents en Italie ou aux États-Unis. Donc en vous entendant parler, on sent que ça vous a fait mal. Non, aujourd'hui j'en parle, je crois, avec du recul, et je pense que... Mais vous avez tout en tête, hein, ça veut dire que j'ai tout en tête, vous l'avez cogité. Non, parce que je pense que tout ça est intéressant au-delà de ma petite personne. C'est intéressant du point de vue de la philosophie de l'histoire, de la philosophie politique, parce que ça apprend ce qui se passe quand vous gérez une crise. Alors, je ne veux pas me comparer à de trop grands personnages, mais vous avez Clémenceau à la fin de la Première Guerre mondiale, on lui dit au revoir. De Gaulle et Churchill, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on leur dit au revoir. À la fin d'une crise, il y a le besoin d'avoir quelque chose d'expiatoire. Ouais. Et là, je l'ai vécu presque chimiquement, si vous voulez. Alors, le fait d'avoir été remplacé par Pape Ndiaye, qui incarnait juste le contraire de vous, comment vous l'avez pris? Si vous parlez d'une disgrâce, hein, vous avez eu le sentiment d'être viré en 2022, vous l'avez pris comme une disgrâce. Mais là, encore une fois, ça dépasse très très largement ma personne. C'était le symbole, et c'est la question de la France qui se jouait dans des épisodes comme ça. C'est que je n'ai pas compris ce que cherchait le président de la République. C'est-à-dire qu'il
il a envoyé un signal aux Français qui était incompréhensible. Et, c'est-à-dire qui était une rupture avec désormais, ce que vous avez fait, désormais, le en même temps s'apparentait à un zigzag au lieu d'être un dépassement des clivages, ce que j'espère j'incarnais. C'est-à-dire, moi, ma position républicaine, que j'ai jamais mis à gauche ou à droite, c'était une position de prendre ce qu'il y a de mieux dans chacun des camps. Et en nommant une personne qui semblait, notamment sur les sujets de laïcité, prendre des options différentes, il a envoyé un message très bizarre. Et on peut comprendre que des formes de calcul politique existent dans ces moments-là, mais ça ne lui a en réalité rien rapporté. Ça a fait partie des choses. Puisqu'il n'est pas resté longtemps. Oui, d'abord, c'était pas un bon service à rendre à Pape Ndiaye, qui est une personne tout à fait respectable par ailleurs. Et surtout, pour le président lui-même, on considère dans des études qui ont été faites à l'époque que ça fait partie des facteurs qui ont fait la baisse de son score entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Baisse de sa popularité. Est-ce que vous êtes senti trahi par lui et surtout par ses proches ? Oui, on peut utiliser ce mot. Il y a clairement eu... mais il faut le dire que c'est arrivé après une chance extraordinaire d'avoir sa confiance. Et de ça, je lui reste vous en parlez, reconnaissant. Vous parlez du premier rendez-vous que vous avez eu avec lui. Oui, et puis je parle aussi des 4... Si vous voulez, sur 5 années, j'ai eu 4 années avec des crises graves comme celle des Gilets jaunes, la crise sécuritaire avec l'assassinat de Samuel Paty, la crise sanitaire. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait Jean-Michel Blanquer, ce sera peut-être sans doute le prochain Premier ministre. Et donc, il y avait cette confiance du président qui est une chance que j'ai eue et qui est assez rare sous la Ve République. Je suis probablement le ministre de l'Éducation nationale qui a pu avancer le plus parce que j'ai eu la durée et la confiance. Et j'y ai ajouté mes propres ingrédients. Et d'un seul coup, dans la 5e année, il y a une espèce de renversement de cela. Et c'est très dommage parce que ça n'a eu que des effets négatifs. Gabriel Attal, qui était sous votre tutelle, est-ce qu'il a été un bon ministre de l'Éducation nationale ? Est-ce qu'il a été un bon Premier ministre ? C'est difficile d'en juger dans les deux cas puisque ça a été très éphémère. Et donc, je pense que c'est même impossible. Je crois qu'aujourd'hui, en politique, on a besoin du temps long. Et c'est pour ça que je voulais, alors même que c'est vrai, on parlait de Beauvau ou de Matignon à mon sujet, moi je disais, je reste rue de Grenelle 5 années. Et il aurait été bon que sur 10 années, il y ait 2 ministres. Parce qu'on va parler de vos réformes, et on mesure l'importance d'une réforme et le résultat d'une réforme, le bilan des réformes sur au moins 10 ans. Oui, et les effets, vous voyez, les effets de ce que j'ai pu faire à l'école primaire, on commence à les mesurer un peu aujourd'hui, et ça, trop peu de gens le savent, mais un début de rebond du niveau de l'école primaire en France. Mais c'est un travail très en profondeur, avec plein de choses qui ne se voient pas forcément, qui ne font pas la une des journaux, mais qui sont le travail de fond que vous devez faire pour un système éducatif. Et on va reparler. François Bayrou, on a l'impression qu'il était votre ennemi de l'intérieur, à vous lire. En tout cas, pas au début. C'est arrivé. Mais c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est dû au fait qu'il a été ministre de l'Éducation avant vous ? Qu'il était dans le même bureau que vous, d'ailleurs. Vous parlez de cette histoire de la cheminée. Non, mais je plaisante avec ça parce que François Bayrou ramène toujours beaucoup les choses à lui-même. Donc il y avait un côté... oui, il y a un côté un peu égocentrique dans sa façon de voir les choses. Mais j'en plaisante plus qu'autre chose. Je pense que si vous voulez, ce qui était un petit peu, là aussi, tristement ironique, c'était à la fin d'entendre des leçons de la part de François Bayrou. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un mandat de 4 ans pendant lequel il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que vous êtes très dur par rapport à son mandat ? Qu'est-ce que vous dites ? Parce que ça a duré, chacun s'en souvient, de 93 à 97. Et le bilan, vous dites, c'est 0 ? Il a acheté la paix sociale avec les syndicats. Et donc, c'est une époque, les années 90, dont on paye encore les conséquences. Puisque, par exemple, sur le sujet de la formation des professeurs ou d'autres sujets de ce type, un certain nombre d'évolutions n'ont pas été dans le bon sens. Donc, quand vous arrivez 20 ou 30 ans plus tard, que vous avez... Vous avez payé la facture Bayrou ? Pas seulement Bayrou, mais j'étais tout prêt à être en bon terme avec lui, mais qu'ensuite vous recevez des leçons, ça fait mal. Alors même que vous prenez tous les risques, vous allez droit sur les sujets et vous acceptez de prendre des coups, etc., et que vous êtes en droit d'attendre le soutien de votre famille politique. Eh bien, je trouve que c'était bizarre, quoi. Et donc, à un moment donné, il faut savoir dire ce que je suis en train de dire. Et si vous voulez, je trouve que certains politiques professionnels, puisque c'est son cas, c'est-à-dire des gens qui ont fait que de la politique toute leur vie, ont une espèce de relation avec ceux qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui viennent de la société une civile. expérience professionnelle. Mais lui aussi, il avait été professeur avant. Oui, quelques années, mais c'est cette façon de
de penser qu'on peut se permettre d'être critique, condescendant avec ceux qui sont issus de la société civile, alors même qu'à mes yeux, il faudrait que la régénération de notre classe politique se fasse précisément par l'arrivée de personnes qui ont une expérience professionnelle. Moi, je préconise qu'on ne puisse pas être ministre sans avoir fait au moins pendant 10 ans un métier, avoir fait des projets, avoir prouvé quelque chose dans le champ professionnel pour être digne de servir la République. Alors, vous faites partie de l'élite française, en tout cas l'élite intellectuelle française. Est-ce que le problème de la France, de la société française aujourd'hui, l'un de ses problèmes n'est pas que l'on déteste ces élites, qu'on ne respecte plus les élites, et notamment les enseignants? On peut parler aussi de la police, des pompiers, des médecins, ainsi de suite. Il y a plusieurs points dans ce que vous dites. Il y a la question de la relation à l'autorité. L'autorité et la autorité et élite. Dans ce que vous dites, il y a autorité, il y a élite et il y a intellectuel. C'est trois choses qu'on peut relier, mais qui peuvent être reliées, mais qui sont distinctes. Il y a une crise de l'autorité, c'est pas que en France, mais particulièrement en France. Et on sent bien qu'il y a l'immense majorité de la population qui veut qu'on réaffirme l'autorité, ce que j'ai fait. Mais c'est une autorité républicaine. Et si on n'affirme pas l'autorité républicaine, alors on risque d'avoir de l'autoritarisme. La démocratie, se renforce quand elle est alliée à la notion de république. Et la république suppose du commun et de l'autorité. Et puis, la question des élites est posée parce que, en effet, on peut sentir qu'il y a eu une faille des élites sur des grands choix qui ont été faits dans les 30 ou 40 années passées. Et de ce point de vue-là, il est normal qu'il y ait une forme de crise de confiance. Et après, sur la question intellectuelle, eh bien, c'est vrai que là aussi, certaines élites intellectuelles ont pu sembler ne pas être au rendez-vous de ne jouent plus leur rôle. Hein, mais inversement, il faut faire très attention. C'est-à-dire que là, on a besoin d'avoir une force de la vie intellectuelle en France, comme ailleurs d'ailleurs. Et c'est parce qu'il y a une force de la vie intellectuelle qu'il peut y avoir une cohérence de l'action publique. Si on dédaigne la question de la vie des idées, si en réalité ce sont les extrémistes qui s'emparent de cela, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce sont les extrémistes, que ce soit d'extrême gauche, d'extrême droite, ou même les islamistes, dont on va reparler, qui eux, prennent au sérieux le long terme et la vie des idées, tandis que les démocrates et les républicains, ce sont plutôt à la petite semaine. Donc moi, ce que j'essaye de défendre, c'est justement l'alliance entre, disons, la théorie et la pratique, et le fait qu'on a besoin de donner une vision pour la République dans la durée, en ayant le sens du long terme. Vous avez commencé à en parler il y a quelques instants. Vous défendez dans votre livre les réformes du lycée. Est-ce que le contrôle continu, quand même, ne dévalorise pas le baccalauréat? C'était l'inverse que nous visions, puisque... Est-ce que vous avez réussi? En partie oui, en partie non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord rappeler l'intention, le sens, pour ensuite voir où on en est. Quel est le sens de tout cela? Le sens, c'est que la France était, en 2017, dans une situation de dévalorisation complète du baccalauréat. Et dont l'une des traductions était, et la plus grave, était l'échec des jeunes, des étudiants, en fin de première année d'enseignement supérieur. Nous étions un pays qui s'accommodait de 60% d'échecs en première année de l'enseignement supérieur. Parce que c'est bien beau de rentrer dans une université, mais ensuite il faut que ça bouge sur un métier. Et c'était le signe de quoi, Frédéric Azizas? Ça, ce que je suis en train de dire, ou ce que vous êtes en train de dire. C'était le signe qu'il n'y avait pas d'heure de vérité avant. C'est-à-dire qu'on ne redoublait pas, le baccalauréat ne valait pas grand-chose, et donc à la fin on passe, et puis il y a un jour où c'est l'heure de vérité, c'est la fin de première année de l'enseignement supérieur. Tout le travail qu'on a fait, et qui, bien entendu, a dû récolter son lot d'obstacles et d'adversaires, c'était de reprendre tout en amont, jusqu'à l'école primaire, avec ce que l'on a fait, et s'agissant du lycée, de faire deux choses fondamentalement. Un, faire en sorte que les élèves aient beaucoup plus de choix, que ce qui n'est pas de la routine, mais qui est de la passion dans l'apprentissage, premièrement, et c'est donc ce qu'on a fait avec le système d'enseignement de spécialité à la place des filières. Deuxièmement, qu'il y ait plus d'exigence, c'est-à-dire qu'on approfondisse les programmes. Ce que personne ne note jamais, c'est qu'on a revu tous les programmes et on les a revus dans le sens de l'exigence. Aujourd'hui, quand vous passez maths ou physique, ou quoi que ce soit d'autre, c'est plus exigeant que ça ne l'était auparavant. Vous devez apprendre plus de choses. Le message étant, puisque tu as choisi un enseignement de spécialité, puisque c'est ta passion, tu peux aller plus loin. Et dans ce contexte, le contrôle continu, qui ne compte que pour 40%, était un message pour dire, c'est pas seulement un sprint de dernière minute, le bac, pour avoir une bonne note à l'examen, c'est aussi la prime à un travail en continu sur la qui longueur. est fait à l'âge du lycée. Si vous deviez retenir une seule de vos réformes, ça serait laquelle? La réforme de l'école. De quelle réforme vous êtes le plus fier? La réforme de l'école primaire, qui elle-même a trois... C'est une fourchette avec trois dents, si vous voulez. C'est
La plus connue, c'est le dédoublement des classes qui bénéficie à 400 000 enfants. Mais il y a aussi... Et c'est comme vous disiez, on a vu que ça a déjà eu des résultats. Ça a des premiers résultats. La France n'est plus le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Une deuxième dent de la fourchette, ça a été et c'est quelque chose qui est dans l'actualité du mois de septembre d'ailleurs, l'évaluation des élèves en début de CP, de CE1, de CM1, de 6e, de 4e, de seconde, de façon à avoir une idée précise des forces et des faiblesses de chaque élève de France dans chaque cohorte. C'est très important parce que désormais, on a un pilotage qualitatif du système à l'échelle de chaque professeur, mais aussi à l'échelle de chaque territoire. Et troisièmement, quelque chose qui est aussi très en profondeur et qui ne se voit pas tous les jours, mais qui est le plan mathématique et le plan français, qui conduit à reformer tous les professeurs des écoles de France avec les méthodes qui marchent en français et en mathématiques et de façon adaptée aux besoins des professeurs. Tout ceci produit de premiers effets, d'où le rebond français de l'école primaire qui est un début. La sélection, c'est un bienfait ou pas? Oui, ce que nous avons fait avec Parcoursup, c'est On a beaucoup critiqué Parcoursup. Oui, mais parce qu'on oublie ce qu'il y avait avant. Si vous voulez, la mémoire collective est courte. Mais Parcoursup, vous savez, ça n'est jamais qu'une plateforme qui fait rencontrer l'offre et la demande. Donc c'est sûr que Parcoursup focalise toute une série d'inquiétudes bien compréhensibles, puisque c'est l'inquiétude qui existait, qui existera toujours, de que va-t-il arriver après le baccalauréat, est-ce que je vais être admis dans un bon établissement, etc. C'est normal. Cette inquiétude, en réalité, elle existait avant, mais elle était, disons, éparpillée, on va dire. Maintenant, elle se focalise sur l'outil, mais qui n'est qu'un outil. Vous savez, Parcoursup, ça met en relation des élèves et des établissements. Quand quelqu'un n'est pas reçu dans un établissement, aujourd'hui, c'est parce que cet établissement ne l'a pas accepté, tout simplement. Alors, dans votre livre, il y a aussi la partie Blanquer et la politique, Blanquer et Macron. Hein. Le Macron de 2024, on a l'impression qu'il n'a plus rien à voir avec le Macron de 2017 que vous avez connu. En tout cas, il y a des choses... choses... Vous êtes très dur avec lui, hein? Non, je ne suis pas très dur parce que je pense que... Vous avez d'abord été heurté en tant que constitutionnaliste, puisque vous êtes professeur de droit public, par une interprétation, dites-vous, erronée de l'esprit et même de la lettre des institutions de la Ve République, et vous critiquez durement le choix de la dissolution. Oui, et vous savez, j'ai écrit tout ce livre avant la dissolution, et ce qui est intéressant... Ça a été le point d'orgue. C'est que la dissolution arrive, et d'une certaine façon, elle est le précipité chimique de ce que j'écris dans le livre, si vous voulez. C'est-à-dire une décision... Précipité chimique, ça peut se transformer en TNT? Il y a un côté TNT dans ce qui s'est passé. Il y a une forme d'explosion du paysage politique français à cause de cette dissolution. Je suis très sévère vis-à-vis de ça, parce que c'est un signe d'irrationalité, un signe de prise de risque inconsidérée. Et puis, d'une certaine façon, on a joué au dé. On a joué, c'est Emmanuel Macron qui a joué. Oui, je pense que... Et puis, au dé de la démocratie. Je trouve que... Oui, je pense que l'exercice du droit constitutionnel, l'exercice des pouvoirs que donne la Constitution au président, suppose une profondeur de champ historique qui a manqué là. C'est pas parce que c'est parce qu'il n'avait pas été élu de terrain avant d'arriver à l'Élysée? C'est peut-être une des raisons, il y en a d'autres. Je pense que c'est aussi la citadélisation du pouvoir. Citadélisation, est-ce que c'est peut-être l'esprit de cour autour de lui? Voilà, c'est le fait que vous avez 3 ou 4 conseillers qui finissent par influencer trop. On sent l'ombre d'Alexis Kohler dans ce que vous dites. Sur la dissolution, moi, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais si vous voulez, c'est le fait que... Mais vous parlez de son pouvoir exorbitant, il me semble. Oui, je pense que le secrétaire général de l'Élysée, vous savez, c'est un des hommes les plus puissants de France. C'est vraiment celui qui seconde le président au quotidien, et le président est dans 1000 obligations extérieures, tandis que le secrétaire général garde la maison. Donc le secrétaire général prend des dizaines de décisions fondamentales tous les jours. Et si ce travail ne se fait pas avec un minimum d'ouverture vis-à-vis du gouvernement, dont il faut respecter les compétences des ministres, alors vous courez le danger de concentrer le pouvoir sur 2 personnes, et c'est très grave. Vous parlez du manque de boussole du président depuis 2022. Ça s'est vu, je pense, dans la campagne de 2022 et surtout dans les lendemains de l'élection présidentielle. Vous savez, on le voit... Rien ne va plus depuis le début du second quinquennat. Non, je pense qu'il ne faut surtout pas dire ça. Et moi, je jette pas de bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. C'est-à-dire que, d'abord, je rappelle... Mais est-ce que Emmanuel Macron a perdu le contact avec la réalité? En partie, oui, et en partie, non. C'est évidemment mitigé. Il y a... mais je fais une très grande différence entre le premier mandat et le deuxième. Mais c'était prévisible. Et c'était prévisible en réalité dès... Pourquoi? Parce que vous étiez présent au cours du premier et pas au cours du second? Non, moi je ne suis qu'une conséquence, je ne suis pas une cause. Ouais. Ce qui s'est passé avec moi est significatif d'une évolution du logiciel, si vous voulez. Si un peu de différence, un peu de
diversité des points de vue devient un problème, si vous standardisez l'entourage et que vous concentrez la décision entre peu de mains, vous ne pouvez pas aller vers de grandes réussites. Ce qui vous fait marcher dans cette fonction comme dans les autres, c'est l'esprit d'équipe, c'est de profiter de la diversité des talents, etc. Ça, c'est restreint. Regardez, la fonction ministérielle a été beaucoup dévalorisée à l'occasion du deuxième mandat, et quelle que soit la valeur des uns et des autres. Et puis alors, il y a 2 deuxièmes mandats, et il y a le Premier ministre Michel Barnier. Est-ce que c'est une chance pour la France, Michel Barnier? Ça doit l'être. Moi, je considère qu'on est dans une situation très périlleuse, très fragile, qu'il ne faut pas jouer à fragiliser ni les institutions, ni les hommes. C'est l'homme de la situation? De facto, ça l'est. Pour un le coup, bon c'est un choix du président. Oui, en tout cas, l'avenir le dira, mais en tout cas, je souhaite sa réussite, et de là où je suis, avec ce que je peux dire ou faire, je chercherai à contribuer à son succès, parce que c'est l'intérêt de la France. Le casting gouvernemental, il vous convient ou pas? Nécessité fait loi. Il est ce qu'il est. Chaque ministre... C'est pas très chaleureux. Non, parce que chacun voit bien les éléments de fragilité, mais ça sert à rien. Quels sont les éléments de fragilité? La situation parlementaire en particulier, bien sûr. Et Anne Genetet à l'éducation, c'est un bon choix? Vous avez dû la connaître quand elle était députée? Je la connais comme députée, c'est une femme de valeur. Elle peut être une bonne ministre de l'éducation, alors qu'elle ne connaît pas les dossiers. Oui, mais de nouveau, on trouve la question de l'esprit d'équipe. Il faut qu'elle s'entoure bien. Et en tout cas, c'est une bonne personne au sens qu'on utilise dans le langage commun. Et de ce point de vue-là, moi, j'explique dans le livre ces enjeux de personnalité, si je puis dire. C'est-à-dire que je pense que, contrairement bonne personne, pour le philosophe que vous êtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a des principes et qui s'y tient. Ouais. Et quelqu'un qui veut plutôt le bien d'autrui qu'autre chose. Anne Genetet. Hein. Et c'est son cas, oui. Au passage, vous ne tarissez pas d'éloges sur Brigitte Macron. Hein, c'est étonnant. Oui. En tout cas, vous dites que c'est la bonne fée d'Élysée, qui épate par son naturel et sa gaieté. Vous êtes toujours en contact avec elle ou pas? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le fait de l'avoir observée pendant ces 5 années. Vous savez, elle n'est pas dans une position facile. Ça n'est pas facile d'être la première dame, et je trouve qu'elle réussit le bon en même temps. Mieux que son mari? C'est quand même pas les mêmes défis non plus, mais en termes de personnalité, elle réussit en même temps. C'est-à-dire, elle est à la fois sérieuse et gaie. Elle prend la fonction au sérieux, mais en même temps, elle sait ne pas elle-même se prendre trop au sérieux. Elle a quelque chose d'assez fort. Et vous lui parlez toujours ou pas? Là, pas tout récemment, et je pense... Et au président Macron, vous lui parlez toujours? Oui, en ce moment, il a bien d'autres choses à faire. Il est à New York, là. Oui, mais est-ce que vous lui avez parlé depuis... Non, pas depuis. Dans les dernières semaines? Non. La France, elle vit une crise sociale, une crise politique, une crise démocratique ou une crise de régime? C'est l'avenir qui le dira. Tout est possible. Chacun des termes que vous venez d'employer pourra peut-être être utilisé. J'espère que c'est... si vous voulez, d'une part, il y a une crise démocratique qui dépasse la France, qui est la crise des démocraties. J'en parle dans le livre aussi. C'est un peu ce qui me meut aujourd'hui par rapport, notamment à la création du laboratoire de la République. C'est fait pour regarder en face cette question. Les démocraties n'ont pas assez le sens du long terme. Les démocraties n'ont pas assez confiance en elles-mêmes. Les démocraties n'ont pas les outils des autoritarismes. Et il y a donc une forme d'asymétrie. Et depuis le 11 septembre 2001... On va en parler justement, parce que c'est un moment important de ce livre. Oui. Mais d'abord, sur la crise que nous vivons et sur la présidence, qu'est-ce qui restera du macronisme? Est-ce que le macronisme, c'est fini? Je ne dirais pas ça. Je pense que la promesse de 2017, elle a encore toute sa force. C'est-à-dire le dépassement des clivages pour aller vers l'intérêt général. Je suis persuadé qu'on peut rassembler les Français, au moins 70% ou 80%, sur les grandes valeurs de la République. Vous vous souvenez des 2 Français sur 3 de Valéry Giscard d'Estaing? Oui, je pense. 78. Et d'ailleurs, dans le livre, je raconte une de mes visites au président Giscard d'Estaing et donc les considérations que nous avons là-dessus. Je partage cette conviction. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'au temps de... Mais il faut pouvoir y arriver, hein, c'est pas évident. Je pense que l'opportunité a existé à un moment donné. Il y a l'élan de 2017, mais en 2020, en octobre 2020, lorsque le président de la République prononce le discours des Mureaux, il a l'équation qu'il faut. C'est un discours qui a été conçu très collectivement par beaucoup de travail mené en amont, avec des mesures concrètes pour faire respecter les valeurs de la République et surtout des idées claires. Si le président de la République avait gardé la ligne des Mureaux
jusqu'au bout, il aurait eu une majorité absolue en 2022, nous serions dans une situation très différente. Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron pourra aller jusqu'au bout de son mandat? Je l'espère. Je pense. Mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous en êtes certain? Écoutez, en tout cas, je pense que c'est éminemment souhaitable que les institutions soient respectées et qu'on ne fasse rien qui aille dans l'autre sens. Vous parlez des politiques, il faut parler aussi de la presse, hein, le rôle de la presse qui s'est accru ces dernières années, notamment à travers peut-être les réseaux sociaux. Et puis il y a cette polémique qui vous a opposé il y a quelques jours à Élise Lucet, après que son équipe vous ait poursuivi en marge d'une conférence de presse. En quoi ces façons de faire fragilisent, comme vous dites, la démocratie? Parce que vous avez été atteint par les attaques dont vous avez fait l'objet. Non, il y a un moment où vous devez avoir une carapace, mais vous devez aussi... C'est pas parce que vous avez une carapace que vous devez être insensible aux enjeux de liberté publique. Je pense que... Vous dites qu'elle va trop loin? Oui, de façon générale, ouais. Et vous le voyez sur d'autres choses que j'ai fait, je pense qu'il y a des moments où il faut dire attention, ne nous habituons pas à des choses qui ne sont pas acceptables du point de vue justement des principes des libertés publiques. Et alors en quoi Élise Lucet fait des choses qui ne sont pas acceptables? Imaginez là que nous sommes en train de parler et d'un seul coup surgit dans le studio 4 personnes qui viennent vous demander des comptes sur quoi que ce soit, même une affaire... C'était McKinsey. Hein. Oui, mais c'est une affaire sur laquelle je n'ai strictement rien à me reprocher et le Parlement est déjà passé par là, il y a des saisines... Et donc vous dites quoi, vous dites quoi sur ces méthodes, sur sa méthode? Je pense que c'est attentatoire aux libertés publiques. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas être sous la menace dans n'importe quel moment de votre vie, y compris quand vous n'êtes pas dans un lieu public, d'avoir des gens qui surgissent et qui vous demandent des comptes. Et c'est pour ça que vous dites que ça fragilise la démocratie. Donc là, je suis sur un sujet de forme plus que sur un sujet de fond, mais un sujet de forme qui emporte de très grands principes. Vous savez, c'est comme avec les réseaux sociaux, nous nous sommes habitués à l'insulte, nous nous sommes habitués à l'agression, nous nous sommes habitués à la violence. Aux menaces. Et moi, de toutes mes forces, je m'oppose à cela. C'est pour ça que, évidemment, quand il y a ce genre d'émission, les recommandations des conseillers en communication de crise, c'est d'une certaine façon, c'est de se coucher, c'est de dire... Là, moi, je ne me couche pas. Je veux dire, quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas besoin de passer sous les fourches codines des procureurs autoproclamés. Donc, Élise Lucet, un procureur autoproclamé. Je pense il y en a beaucoup dans la presse comme elle? Alors, on peut être tous les procureurs autoproclamés de chacun. Vous pouvez être votre procureur autoproclamé. Vous pouvez est-ce que vous pouvez l'être? Ouais, c'est ça. Mais je me refuse à l'être. Voilà. Je veux dire, il y a des institutions pour ça. Et je pense que le vrai journalisme d'investigation, par exemple, dans cette affaire, c'est d'aller voir en Allemagne, en Italie, en Espagne, ce qui se passe dans les ministères en matière de recours au cabinet. Par exemple, ça, ce serait intéressant. C'est d'aller interroger dans des secteurs politiques qui ont plus la sympathie de Madame Lucet, les problèmes qu'il y a, etc. C'est assez étonnant de voir cette espèce de mélange des genres que l'on a dans ce genre d'émission. Et alors, évidemment, personne ne dit ce que je dis parce que tout le monde a peur, en fait. Donc, et puis là, vous êtes en dehors de la politique, donc... Moi, je suis un homme libre. Et puis d'ailleurs, je ne demandais rien à personne dans cette histoire. Ouais. Mais faut pas vous chercher, quoi. Hein, faut pas vous chercher. Donc, 11 septembre 2001, vous en parlez. Vous dites que c'est un chemin somnambulique vers l'affaiblissement, le doute sur soi-même, la tentation de l'extrémisme au point d'être en danger d'effacement. C'est quoi votre réponse à une forme d'interrogation? Ma façon de répondre à ce problème, c'est de dire que c'est la République qui sauvera la démocratie. La démocratie vit une forme de crise actuellement et de déclin parce qu'il y a des dangers extérieurs, bien sûr, mais aussi parce qu'en son sein même, il y a un doute sur soi, et notamment lié à l'individualisme. Quand vous voyez, par exemple, le fléau qu'est la drogue aujourd'hui, le fléau de la perte de sens, d'une certaine façon, de nos sociétés, alors même que les démocraties devraient être fières d'elles-mêmes. Mais pour être fières de soi, il faut qu'il y ait autre chose que de l'individualisme, du matérialisme. Mais sur le 11 septembre 2001, en quoi ça a été un tournant? Parce que... et je pose cette question à celui qui a été le ministre de l'Éducation nationale au moment où Samuel Paty a été assassiné par un terroriste islamiste. Parce que, en effet, on peut comparer chacun de ces événements. C'est la logique du terrorisme. La logique du terrorisme, c'est une agression insupportable sur des innocents. Et là où le sens commun consistera à dire, bien, ceux qui ont fait ça doivent être condamnés tout de suite, et ça doit créer une sorte d'unanimité et de réaction qui renforce la démocratie. Au lieu de ça, on a l'inverse. On a finalement la division, et c'est le but du terrorisme que de créer la peur, la division, et d'une certaine façon de gagner du terrain. Est-ce que vous constatez quand même qu'Emmanuel Macron a été à la hauteur au moment de l'assassinat de Samuel Paty? Oui. Depuis, il est toujours à la hauteur sur ces sujets. Face au laïcité, islamisme, antisémitisme, terrorisme.
Alors, chacun de ces sujets est un peu différent. Je ne voudrais pas amalgamer tous ces sujets. Je pense que sur tous les sujets de sécurité extérieure et intérieure, que ce soit par la loi de programmation militaire, que ce soit par sa réaction face au terrorisme, il a été tout à fait à la hauteur, oui. Vous êtes inquiété du mouvement woke à l'université et vous avez voulu mobiliser les professeurs contre ce que vous avez appelé, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Vous en êtes où aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que vous constatez toujours les ravages de l'islamo-gauchisme à l'université? Souvenez-vous de la vague que j'ai soulevée quand j'ai dit ça. D'où ma question. Et on était donc en 2020 quand j'ai dit ça. Nous sommes en 2024. Fin 2023, on a vu dans des institutions comme Sciences Po Paris que ce que je disais en 2020 n'était pas complètement inventé de ma part. Mais une question quand même, c'était pas inventé de votre part sans doute. Vous dites avoir été une cible de la majorité pour ceux qui confondent lutte contre l'islamisme et islamophobie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vous a reproché et vous visez qui? Je vise finalement une catégorie assez parisienne de gens qui pensent que quand on se bat contre l'islamisme politique ou le fanatisme islamiste, on va braquer les musulmans. Alors que c'est l'inverse. Pour moi, et je le vis au quotidien, la grande majorité des musulmans sont républicains. Et sont victimes des islamistes. Et sont victimes des islamistes, sont les premières victimes. Et donc, nous sortirons des impasses dans lesquelles nous sommes par justement la mobilisation de tous les républicains, dont nos compatriotes de confession musulmane. Et je trouve qu'il y a une forme de paternalisme. Mais vous dites une cible de la majorité. Vous visez qui là-dedans? Non, il y avait au sein de la majorité parlementaire entre 2017 et 2022 des gens qui, donc dans la majorité, avaient des sortes de complaisance avec le communautarisme et qui, quand on se dressait, alors il y a eu un exemple typique, c'était le député qui était dans la majorité à l'époque, qui s'appelait Aurélien Taché. Oui, qui est dans les qui était dans la circonscription à côté de la ville où a été assassiné Samuel Paty. C'est un député LFI maintenant. Ouais. Ça en dit long. Mais à l'époque, j'ai eu un conflit avec lui, interne à la majorité, et certains le soutenaient lui. Mais j'ai poussé à sa démission. C'était un combat rude, et on voit bien a posteriori que j'avais raison, et en tout cas qu'il n'avait rien à faire dans une majorité républicaine. L'islamo-fascisme, est-ce qu'il aurait remplacé par hasard le stalinisme? Est-ce que l'islamo-fascisme, c'est le stalinisme du Parti communiste des années 50 en pire? Il faudrait de longs développements pour vous répondre. Il ne faut pas qu'on soit dans le simplisme, mais c'est que, ce qui est certain, c'est que chaque époque a ses extrémismes et ses ennemis de la démocratie, et que c'est le cas aujourd'hui, évidemment. Puisqu'on parle de démocratie, de République, le Rassemblement national, est-ce qu'il fait partie ou pas de l'arc républicain, puisque ça a été l'une des polémiques de la semaine? Je pense que on a besoin aujourd'hui d'avoir des forces républicaines de gouvernement à droite et à gauche, et que ce qui est dramatique dans l'essor du Rassemblement national, c'est que c'est parce qu'on lui a laissé des thèmes qui normalement relèvent la République, oui, bien sûr, le patriotisme. Le patriotisme, moi je me considère comme très patriote, Mais la question, c'est est-ce qu'il fait partie ou pas de l'arc républicain? Puisque c'est une polémique qui oppose le Premier ministre au ministre de l'économie. Ça, ce sont des formules, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est certainement pas ce qu'on pourrait appeler la droite républicaine. Donc, est-ce que ça fait partie de l'arc républicain? Je ne crois pas, non. Alors, il y a 11 mois, Jean-Michel Blanquer, le pogrom du Hamas du 7 octobre. Le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU, tant sur Gaza que sur le Liban, est-ce qu'il va dans le bon sens? Est-ce que vous partagez la position française en la matière? De renvoyer quelque part dos à dos Israël et le Hamas, Israël et le Hezbollah? En aucun cas, on ne doit les renvoyer dos à dos. Il y a eu une agression, c'est celle du 7 octobre. Et quand j'étudie le 11 septembre, c'est évidemment utile pour étudier le 7 octobre. Prenez le 11 septembre pour bien mener le raisonnement. Au début, vous avez une unanimité pour condamner. Ensuite, vous avez des gens pour dire oui, mais quand même, ils n'ont pas complètement volé. Ensuite, vous en avez pour dire mais est-ce que ça s'est réellement passé? Et puis à la fin, ça finit même en antisémitisme en disant est-ce que c'est pas un complot juif derrière? Ça, c'est ce que je viens de décrire, c'est pas le 7 octobre, c'est le 11 septembre. Mais si vous réfléchissez au 7 octobre, vous avez à peu près les mêmes processus à l'œuvre. Et vous avez une espèce d'antisémitisme décomplexé qui se déclenche dès ce moment-là, même avant qu'il y ait une attaque de Gaza. Dès le 7 octobre, on voit
si on refait on peut reprendre les déclarations à ce moment-là, mais tout au long du mois d'octobre, on voit que ceux-là même qui ont été agressés sont mis en position accusatoire, ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Et ce phénomène, c'est un phénomène profond qu'il faut savoir étudier et pas seulement prendre de face. C'est-à-dire qu'il faut savoir exorciser ce qui se joue de maléfique, en quelque sorte, dans cette inversion des responsabilités. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on doit être en approbation de tout ce que fait Israël depuis le 7 octobre. Vous dites de ne pas être en approbation de la politique de Benjamin Netanyahu. Oui, je fais une et d'ailleurs, différence. s'il y a un débat en Israël autour de sa politique. Bien sûr, parce qu'Israël est une démocratie. Bien sûr qu'il y a une catastrophe qui est l'existence de l'extrême droite israélienne. Et puis par ailleurs, il y a de grandes responsabilités du gouvernement Netanyahou, ne serait-ce que dans la vulnérabilité d'Israël le 7 octobre. Mais tous ces sujets, on peut les discuter démocratiquement. Ça n'empêche pas qu'Israël a été agressé, que cet agresseur, c'est le Hamas, que s'il y avait une autre force que le Hamas à Gaza depuis des années, on aurait pu avoir un État prospère et pacifique et qui permette à une Palestine d'être forte et crédible internationalement. Toutes ces choses ne se sont pas passées. On voit bien que le Hamas est un problème de ce point de vue-là et qu'il est normal de le combattre. Et on revient en France. Est-ce juste de dire que c'est la stratégie de l'EFI, de la France Insoumise, de Mélenchon, qui, depuis le pogrom du 7 octobre, a conduit à une remontée exponentielle de l'antisémitisme en France? Bien sûr, il a sa part de responsabilité. Bien sûr quoi? Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon a eu sa part de responsabilité dans cela. Et d'ailleurs, dans le livre, j'essaye de faire la genèse de ça, puisque je parle d'une rapide discussion que j'ai avec lui quand je sens en 2018 que les choses ne sont pas claires à LFI, qui a d'ailleurs deux tendances. Et que la bonne tendance, d'ailleurs, est incarnée à l'époque par Alexis Corbière. Qui est parti. Qui, du coup, est parti, vous voyez, ce qui est très significatif. Et qu'il y a des gens qui se vautrent dans l'antisémitisme dans ce secteur. Mélenchon, il se vautre de l'antisémitisme. Ah ben, ce qui est certain, c'est qu'il a cautionné. Et puis, oui, je ne vais pas revenir sur tout cela. Mon but, vous savez, n'est pas de rajouter une pièce dans ces polémiques. Je crois que chacun peut se faire son jugement maintenant. Il est très clair qu'il y a eu à tout le moins de la complaisance avec l'antisémitisme et que c'est un jeu d'une très grande dangerosité qui a été joué par l'extrême gauche française. Le rôle historique de Jean-Luc Mélenchon dans tout cela est très grave. Pour lui qui se regarde... Le rôle dans quoi ? Le rôle dans ce développement de l'antisémitisme. Et pour lui qui connaît assez bien l'histoire et se regarde parfois dans la glace en y voyant des séquences historiques, il faut qu'il prenne conscience de la gravité de ce qu'il a fait. Alors, beaucoup prennent conscience de la gravité de ce qu'il a fait, beaucoup, chez les politiques, dans le monde intellectuel, chez les commentateurs. Mais imaginons que Marine Le Pen ait tenu le même genre de propos que Mélenchon depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qui se serait passé ? Il y aurait eu évidemment des protestations gigantesques. Beaucoup plus importantes. Oui, plus importantes, je pense, oui, bien sûr. Est-ce qu'on aurait pu continuer à jouer un rôle politique ? C'est ça la question. Je pense malheureusement que oui, puisque aujourd'hui il y a une forme d'impunité de ces propos qui n'existait pas autrefois. Mais de toute façon, il y a quand même une réaction à la radicalité mélenchoniste aujourd'hui, et je pense que les Français réagissent plutôt sainement à cela dans leur grande majorité. Qu'est-ce qui peut faire le plus de mal à la France ? Est-ce que c'est ce que Robert Badinter appelait la lepénisation des esprits ou la mélenchonisation des esprits ? Les deux, mon général. Il y a quelque chose de grave dans l'esprit que font régner les extrêmes aujourd'hui en France. Il faut desserrer l'étau. Il faut que chacun prenne sa part dans cette capacité à desserrer l'étau. Pour ça, il faut résoudre les problèmes concrets. Moi, je suis très habité par la question de notre façon de concevoir le territoire français. Vous avez aujourd'hui 3 France, grosso modo, celle des métropoles fortunées, qui concentrent la vitalité du pays en 8 points du territoire. Vous avez les banlieues défavorisées qui justement correspondent à un deuxième paradigme. Et puis troisièmement, le reste de la France, c'est-à-dire les petites villes et la ruralité. Et ça correspond à 3 votes. Et on ne peut pas vivre avec 3 France. Il faut une France. Ça signifie des politiques publiques profondes pour retrouver notre territoire, mieux aménager le territoire, comme on disait autrefois. Et ça vous donne envie de revenir en politique ou vous dites c'est terminé ? Non, je dis ni l'un ni l'autre. Je dis qu'il faut être un citoyen. Moi, j'ai une vision à l'antique de ce qu'est un citoyen, c'est-à-dire vous devez avoir un métier,
Vous devez servir l'intérêt général là où vous êtes, ce que j'essaye de faire avec mes fonctions actuelles. Et puis, de temps en temps, vous aider la République parce que vous pouvez être utile d'une façon ou d'une autre. Ça me paraît beaucoup plus sain et c'est comme ça que je vis les choses. Merci. Avant de conclure, je rappelle que votre dernier ouvrage, La Citadelle, est publié aux éditions Albin Michel. Merci en tout cas Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.